Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à XOXO, la meilleure télé-réalité pour s'endormir dessus. C'est merveilleux, il se passe tellement rien dedans, là. Tu peux faire ta vaisselle, ton ménage, tu peux faire ce que tu veux et tu vas quand même suivre. C'est merveilleux, la télé-réalité à suivre pendant 1 heure de temps pour perdre 1 heure de sa vie. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme toujours... si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch, ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo, donc ça va me faire super plaisir de vous lire ou de vous ajouter. On va switcher à XOXO, même si j'ai pas grand chose. C'est tellement drôle parce que j'ai écouté, qu'on le veuille ou non quand même, la semaine d'Occupation Double, et j'ai écouté l'épisode de XOXO, puis tu sais, je me disais, bon, ben, écoute, généralement, ça peut s'équivaloir en termes de contenu, de notes que je me prends. Il y a des longueurs aussi dans OD, donc... Là, c'est pas ça par tout. Là. Cette semaine, j'ai fait mon vidéo sur Occupation Double. J'avais à peu près 3 pages de notes. XOXO, j'ai même pas été capable de remplir une moitié de page. Puis là-dessus, j'ai le commentaire de Benoît Simard qui nous a écrit, sur lequel là, je voulais revenir, qui nous a écrit sur la vidéo 4, je crois, d'XOXO. Puis juste ce commentaire-là me prend 4 lignes sur ma page. Bon. Bref, j'ai pas grand chose. Mais je vais quand même élaborer sur ce que j'ai vu. Parce que c'est difficile, sincèrement. À écouter et à voir, c'est quand même difficile à faire comme télé-réalité parce que, sincèrement, c'est tellement mauvais. C'est mauvais. Maudit que c'est mauvais. Mais on va prendre une grande respiration puis on va y aller. Il y a quand même un aspect positif, hein. Cette semaine, il y avait quelque chose de positif qu'il fallait que je vous amène, puis je pouvais pas passer à côté, mais le chalet de Carrie, là, super beau. Beau chalet. C'était beau. Ah, c'était beau. Écœurant. Sérieusement, Carrie. Crime. De ce côté-là, là, beau chalet. C'est ça. C'est à peu près ce que j'avais de positif à dire sur l'émission. Mais c'est un beau chalet, vraiment beau. Au-delà du chalet de Carrie, les aspects que je voulais vous jaser un peu, ben premièrement, on a eu... je sais pas si vous êtes comme moi un peu, mais tu sais, puis je le sais que ça a l'air d'être la grosse affaire aussi à OD un peu, mais je trouve ça encore pire dans XOXO, c'est comme l'étape du Frenchage. On dirait que c'est comme une étape mythique, là, tu sais, une quête de... Il a Frenché, il y a eu du rapprochement, Voulez-vous me crisser patience là-dessus? Je sais pas, c'est... Ton show, il est-tu juste bâti là-dessus, genre, il French, là, ça vient de créer un cataclysme mondial, et que là, complètement, la dynamique du jeu vient de changer, là. Tu sais, prendre quelque chose d'aussi insignifiant, puis bâtir des minutes entières là-dessus, dans une télé-réalité, c'est comme... Mon Dieu, t'as vraiment rien d'autre à me montrer à TV. J'ai quand même trouvé intéressant qu'il y a eu tout quand même le côté stratégique. Ils ont essayé d'emmener le côté stratégique parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que l'histoire de couple, ça marche plus vraiment dans la télé-réalité, que peut-être le côté stratégique serait intéressant à emmener à long terme. Là. Quoique le long terme pour XOXO, c'est la fin de la saison. Mais bon, en tout cas, le Frenchage, c'est toujours quelque chose qui... Il en parle comme si c'était la fin du monde, comme si c'était un événement genre, ah, ils sont Frenchés, ah, et puis t'as Frenché avec elle, puis là, le gars fait comme, puis là, il regarde comme un épais à terre, puis là, la fille, puis là, c'est comme tout impressionnant, puis là, c'est comme un secret tabou, là, qui vient de sortir, puis là, c'est un Christ, ils sont juste Frenchés! J'écoute les feux de l'amour dans l'après-midi, ils se French eux autres aussi. Non, souvent, c'est plus des petits becs secs, hein. Ça doit être ça la différence. Il faudrait que ce soit des petits becs secs, puis à ce moment-là, ça passera bien. Mais un French, mon Dieu, là, c'est la fin du monde. On vient de changer complètement la donne de la télévision. C'était ça la nouvelle heure de la télé-réalité au Québec. Le Frenchage. Bref, eux autres en parlent beaucoup, puis même moi, je suis rendu à en parler beaucoup parce que ça m'énerve dans mon vidéo. Au-delà du Frenchage, bon, il y a encore l'histoire qu'il y en a un autre qui va arriver pour créer autre chose.
pouvez-vous me crisser patience avec le fait de toujours faire rentrer du monde? Tu sais, s'il y a bien une affaire qui m'énerve dans la télé-réalité, puis je l'ai dit dans OD, puis je le dis aussi là-dedans, c'est de toujours amener un nouveau joueur. Ça me fait penser aux films qui arrivent, puis que t'as des suites des films, puis là, ils te rajoutent un paquet de personnages par rapport, juste parce qu'il y en a une couple qui sont morts dans le premier, puis là, ils remplissent des trous, là. Tu sais, ils font comme, ouais, ben, tu sais, on peut pas juste se fier sur les joueurs qu'on a choisis au départ, là. Parce que dans le fond, les joueurs qu'on a choisis au départ, ben, ils sont plates, puis c'est de la merde, fait qu'on va rentrer d'autres mondes, tu sais. Moi, ça me donne toujours cette impression-là. C'est une twist de merde. Bon, je pense qu'à Love Story, ils l'ont fait une fois. Oui, je pense qu'ils l'ont fait une fois à Love Story 3. Mais je trouve vraiment que c'est comme... Tu sais, essaye donc d'avoir un cast, tu sais, d'avoir des joueurs qui ont de l'allure en partant, là. Mais là, tout ensemble, là, au moins, on va les voir évoluer. Plutôt que d'arriver et de dire, ouais, ben finalement... c'est de la merde, fait que je vais en rajouter une coupe au fur et à mesure. Puis je le sais que des fois, c'est une twist qui est déjà prévue d'avance, mais c'est une twist toujours pour provoquer des choses, mais à mon sens, c'est... Puis ça va rejoindre un peu ce que je vais dire tantôt par rapport aux commentaires de Benoît Simard. C'est du rajout inutile, d'une certaine façon. Je vais mieux vous l'expliquer tantôt, je vais mieux vous l'amener tantôt, mais c'est quelque chose contre lequel je suis, et je suis un gros défenseur contre ça, d'ajouter des joueurs au fur et à mesure dans l'aventure. Pour moi, ça dénature l'aventure en soi. Je comprends que c'est une twist, mais c'est une twist de merde. C'est une twist qui est faite comme par désespoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que, en fait, c'est une twist qui est faite là, genre, au cas où que... Puis ça fait désespérer. C'est vraiment ça fait désespérer comme twist. Mais je vais vous en parler un peu plus avec un commentaire de Benoît Simard plus tard. Bon, après ça, ben évidemment, je pense que le côté stratégique que je peux évaluer cette semaine, c'est vraiment comme l'alliance Olivier avec Carrie par rapport à l'élimination de Mathieu. Dans le fond, qui ont mis Ellie de côté. Puis là-dedans... c'est pas Oli le problème. Oli, il fait sa game d'une certaine façon, puis il l'a bien joué. Mais Carrie, man, t'es donc ben nul. T'es donc ben... stratégiquement, t'es une merde. T'as pas pensé à ton affaire pour 500... Tu sais, je veux dire... Olivier Primo, dans son équipe, a quasiment 3 gars sûrs. Du moins, il y en avait 3 avant que Jake agisse en épais. Mais il y avait quasiment comme 3 gars sûrs, à la limite 2 gars sûrs. Il y avait, tu sais, pour chacune de ces filles, il y a un gars qui est déjà attribué, qui est déjà comme seté dans le béton. Puis tu t'en vas éliminer un gars qui était un peut-être, ou en tout cas peut-être un sûr, oui, mais dans la clique d'Elisabetta. Alors qu'elle a juste des gars qui sont des peut-être ou presque. Il y avait, comme je dis, il y a Mathieu qu'on pouvait dire, ouais, peut-être que lui, c'était plus une certitude. Mais à part de ça, les 2 autres filles, là, c'est des peut-être, là. Manuela avec Manuel, très gros peut-être. Molly avec Jake, très gros peut-être. Il n'y a rien à gagner à éliminer quelqu'un du bord d'Elisabetta. Rien pantoute. Tu vas te retrouver dans une situation où Olivier Primo va avoir juste des gars qui peuvent gagner avec ses filles. Puis toi, tu vas te retrouver comme un con avec des filles qui ont pas aucun gars, qui ont aucune alternative ou presque de gars pour eux autres. Tu sais, je veux dire... s'il avait poussé un peu par rapport à Nathan, c'était une valeur beaucoup plus sûre pour lui à éliminer par rapport à son groupe. À la limite, il aurait pu forcer pour Jake, mais il aurait pas au moins soit aller neutre ou essayer de varger sur quelqu'un que Olivier Primo aurait perdu. Parce qu'en perdant Nathan, ben, il perdait un morceau. Il y avait une fille dans l'équipe de Oli qui se retrouvait avec absolument rien. T'sais, il affaiblissait le team d'Oli beaucoup. Ben non, le team Oli reste fort, il n'y a pas de problème. Mon team, c'est de la merde. Et je dis pas ça par rapport aux filles, mais je dis stratégiquement parlant,
Tu sais, Macari, il est pas là, à l'heure actuelle. Il y a pas à drive. Les filles sont pas vraiment reliées à des gars. Puis je comprends qu'il peut y avoir un nouveau gars, pis tout, mais tu joues pas en fonction du nouveau gars qui va rentrer. Tu joues en fonction du fait que faut que tu affaiblisses Olivier Primo, qu'il y a 3 gars qui sont intéressés aux 3 filles qu'il y a dans son groupe. Elisabetta était pas en situation de pouvoir, puis c'est comme, il refesse dessus, puis il se trouve donc ben bon, puis donc ben intelligent. Man, t'as pas le sens de la game pantoute, là. T'as vraiment pas le sens de la game. C'est sûr que, on s'entend que je trouve que toute cette stratégie-là de conseiller est un peu épaisse, mais mettons que t'embarques avec le concept, puis tu te dis, ouais, ben, j'embrasse le concept quand même à fond, ben, Carrie, il est pas là stratégiquement, là. Carrie, lui, c'est comme... Je veux dire, au moins élimine Nathan. Au moins, minimalement. Mais non, Carrie, il a été avec Mathieu. Le seul qui était vraiment une valeur sûre pour Elisabetta. Ce qui va faire probablement qu'une des filles du groupe d'Elisabetta va partir la prochaine fois. Si évidemment c'est une fille qui est éliminée, là, c'est un gros si. Mais c'est pas ça va être Valérie, probablement, là, qui va partir. Tu sais, je veux dire, je vois pas en quoi elle pourrait survivre dans ce contexte-là. En plus, je veux dire, ça aussi, c'est malaisant. Il y a eu encore 2 séances malaisantes dans l'épisode. Il y a eu le fait que quand Mathieu part, il laisse pas de mots à Valérie, pas en tout. Je pense que c'est ça, c'est Valérie. Je note pas les noms là-dedans, puis je devrais peut-être un peu plus. Je sais jamais où c'est que mon vidéo va s'enligner, fait que... mais c'est ça, je pense que c'est Valérie. Puis de ce côté-là, il laisse pas de mots. Elle est en amour par-dessus la tête. Elle veut quasiment s'en aller pour lui. Lui, il s'en calisse. C'est comme, il broye dans les bras de son jumeau. Puis c'est comme, moi, je m'en vais. Malaise. T'as eu ensuite de ça la rencontre de couple qu'Anouk fait avec Jake et Léane. Pour qu'ensuite Jake embrasse Molly. C'est comme... C'est-tu n'importe quoi? C'est... Man, c'est horrible. Je veux dire... tu sais, il y a des situations qui sont malaisantes aussi à Occupation Double, mais je trouve tellement qu'XOXO, c'est genre la télé-réalité du malaise. C'est comme... c'est... Je sais pas. Tu le sais en plus... Et, veux pas, ça a été fait au montage. Ils ont eu la rencontre avec Jake, Léane, bon... Mais tu le sais qu'après ça, il embrasse Molly. Tu peux-tu skipper cette partie-là? Coupe-la de ton émission, puis au moins montre-le pas pour... Tu sais, Léane a tellement l'air encore là d'être une merde. Tu sais, je sais pas si... Puis Jake a l'air d'un trou de cul, mais pas trop. Tu sais, malgré tout, pas trop. Ils se battent quand même pour le garder, puis tout rendu à la fin de l'épisode. Man, que c'est dévalorisant pour les femmes, cette télé-réalité-là. Puis Occupation Double, c'est un peu la même affaire, mais... Puis j'étais un gars, mais à chaque fois que j'écoute ça, je suis comme, man, c'est tellement... Ça dévalorise tellement la femme. Elles sont plus simples. Ça n'a pas de sens. En tout cas, tu sais... La fille, peu importe qu'elle soit intelligente, qu'elle soit pas, c'est pas grave. Le but, c'est qu'au moins, quand il arrive, elle monte à TV, elle fait rire d'elle devant le Québec tout entier par rapport à sa relation avec Jake. T'sais. Tu peux-tu essayer d'en exempter un bout? Au moins, genre... Parce que ça te donne rien côté spectacle, là. La fille a juste l'air d'avoir l'air épaisse à la TV, je veux dire, ça te donne rien, c'est pas... T'aurais pu la montrer quand même qu'il jette les affaires de Jake dehors. T'aurais pu la montrer qu'il pète une coche, qu'il pleure. Bon, à la limite, c'est comme, ok, c'est le storyline, c'est l'histoire qui se développe, que l'autre a été voir Molly, puis il l'a embrassé, puis là, il est frustré. Ok, mais tu au moins la séquence de couple, là, que les deux sont ensemble, puis ils ont l'air donc bien en amour, puis puis c'est la seule. Pis, t'aurais-tu pu le skipper? De toute façon, ça bouchait un trou de 5 minutes, là. On a-tu d'autres... T'as-tu d'autres choses à me montrer à TV? J'ai une petite frustration là-dessus. Mais je vais... Ça fait le tour un peu des points. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'amour face à cette télé-réalité-là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un en arrière de la caméra qui fait pas sa job. Moi, à mon sens, au-delà des candidats, il y a une tête pensante en arrière qui pense pas. OK? Il y a une tête pensante qui est comme...
Ouais, ben moi, je crisse mon camp. Tu sais, qui est parti ailleurs, qui a été chez Tim Hortons, puis qui reste là depuis 6 semaines. Non, on dirait que il manque le déclic intellectuel en arrière de faire comme, ouais, ben je devrais peut-être commencer à faire une télé-réalité qui a de l'allure, tu sais. Je suis bien critique face à Occupation Double, mais XOXO, c'est horrible. Et XOXO, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est horrible. Bon! Là, je vais tomber sur le commentaire de Benoît Simard. Je vais vous le lire. Benoît qui suit quand même pas mal mes vidéos, avec qui j'ai jasé un peu dans le passé aussi. Et là, je vais être critique par rapport à ce qu'il a emmené, par rapport au point qu'il a emmené, mais je trouve ça important de le développer. Donc, ce qu'il nous a écrit, c'est « Je suis obligé d'être en désaccord. » Parce que, dans le fond, le point que j'émettais, c'était le fait que c'était de la merde, le fait qu'il ait changé les règles pour garder les jumeaux. Donc ça, c'était un peu le contexte de dire d'avoir permis aux deux jumeaux alors de rester, alors que dans le fond, le but premier était d'éliminer un des deux. La règle était d'éliminer un des deux. Donc lui, il nous dit, voyons, il nous dit qu'il était en désaccord. L'arrivée des jumeaux a complètement changé la game. Un des deux était censé partir après une semaine, mais ils ont tellement eu d'impact que la production a permis une twist pour les garder les deux dans le jeu. L'élimination d'un gars qui était sûr d'être safe a été le plus beau moment de la saison jusqu'à maintenant. Oui, mais non. Et là, je vais expliquer le schéma de Love Story 6. Le problème est que, comparé, mettons, à Love Story 4, qui est vraiment une dynamique différente. Le problème, c'est les règles. OK? Dans une télé-réalité, en tant que joueur, tu t'attends à un certain niveau de règles. Tu t'attends à ce que quand on te dit certaines choses, ça suit un certain pattern. Et comme ça, tu es capable de jouer ta game. Tu es capable d'amener les éléments pour t'avancer dans le jeu. Et quand les règles changent constamment, ça amène l'effet inverse. Oui, la production réussit à faire un stunt avec un changement de règle ou un changement de situation. Comme là, le changement de faire comme, OK, bon ben, un stunt, on a changé les règles, c'est un des deux jumeaux peut partir, boum, surprenant. C'est un joueur un peu inutile qui est parti. OK, ça a créé un effet de surprise. Mais ça, c'est le téléspectateur qui voit l'élément de surprise. Le joueur, lui, c'est pas ça qu'il voit. Et c'est là la nuance que une personne qui est assise dans son salon ne voit pas en tant que... ne voit pas la perception du joueur. Et c'est pour ça que Benoît se trompe dans ce cas-ci. C'est que le fait d'être dans le jeu et que de voir que le jeu peut changer puis que les règles peuvent changer, mais surtout, pas que les règles peuvent changer, qu'on peut, en cours de route, changer quelque chose qui est sûr, rend le joueur très instable. Et là, je vais vous expliquer un peu Love Story 6. Love Story 6, on rentre dans l'aventure sans savoir c'est quoi qui va arriver. Okay? On ne sait pas le type de vote qu'on va avoir, on ne sait pas combien vont être nominés par semaine, on ne sait strictement rien. C'est-tu un vote à l'interne, un vote à l'externe? Nothing. On ne sait rien. Moi, je suis stratégique. Alors, j'évalue au jour le jour comment que le jeu évolue et pourquoi que le jeu évolue de la sorte. Parce que moi, mon but, c'est d'installer ma stratégie en fonction de ce que le jeu m'apporte. Donc, on commence le jeu, on est divisé en deux équipes. Parfait, j'avais mon équipe de mon bord, Mathieu Baron avait son équipe de son bord. Première affaire que j'allume par rapport à la stratégie, c'est comme, crème, deux équipes, ils vont peut-être la jouer à la Survivor. Donc, ça va faire en sorte que s'il y a deux équipes, puis là, on nous parle d'immunité, s'il y a une équipe qui gagne une immunité, c'est que probablement cette équipe-là va être complètement immunisée, alors que l'autre équipe va avoir à voter out un joueur d'importance, un de leurs joueurs. Parfait. Je bâtis mon équipe dans une mentalité un peu comme ça. Je vais chercher différents éléments. J'ai peut-être fait une erreur, mais je l'ai faite de façon stratégique par rapport aux joueurs que j'avais, et ça avait été de choisir Sini par-dessus Delphine.
Mais au-delà de tout ça, c'était pas vraiment une erreur, c'est parce que je voulais pas Delphine Picasse dans la même équipe. Mais ça, à un moment donné, je vous en reparlerai peut-être plus approfondi, de façon plus approfondie. Bref, je me retrouve dans une équipe que je bâtis en fonction de si mon équipe perd l'immunité, j'ai de la marge de manœuvre. OK? Mon but ultime, c'est de me bâtir une équipe avec une marge de manœuvre. Donc, dans ma tête, c'est Signy est sacrifiable dans mon équipe. Cynthia Soro, à la limite, deviendrait peut-être mon deuxième choix d'élimination à tout prendre. Mais mon but, c'était, à un premier vote d'équipe, Signy s'en va. OK, c'est simple, c'est seté dans le béton, il n'y a pas de trouble. Donc, j'ai ma cible déjà enclenchée sur elle. Pas de trouble. Fait que je commence à bâtir un peu ma stratégie autour de ça. On vient qu'à avoir la première immunité, on la perd. Parfait, il n'y a pas de trouble. J'ai mon backup de dire, je commence à préparer Mathieu Casse, j'en parle un peu avec Dominique, j'en parle avec Hugues, j'en parle avec... De dire, bah ben, Signy, Signy, c'est la plus faible du lot, c'est la plus... Bon. On a l'autre immunité. Là, on reprend l'immunité. Parce que là, quand on nous dit... Il y a une immunité à gagner. La première fois qu'on perd, pour moi, c'est que mon équipe a perdu. Correct. Ça veut dire que l'équipe, c'est fini, puis on peut pas se reprendre par rapport à ça. Mais là, on gagne la deuxième compétition. Il y a une deuxième compétition. Fait que là, je me dis, il y a une deuxième compétition, c'est-tu parce que ça va être un genre de 2-3 à toutes les semaines? OK, ben c'est un 2-3, on a encore nos chances. Bon, ben c'est parfait, je préfère bien plus que quelqu'un de l'autre équipe s'en aille. Donc, je mets de mes énergies pour qu'on gagne les compétitions, puis la troisième, on la perd, puis finalement, non, l'immunité s'en va à l'autre équipe. Bon, là, je me dis, OK, ben j'y vais avec le plan Signy. Pendant ce temps-là, de me dire, là, j'essaie d'emmener la stratégie de dire, OK, bon, ben je vais avoir Cynthia. Cynthia peut rejoindre Arcadio, fait que si à un moment donné, il regroupe les équipes ensemble plus tard dans le jeu, moi peut-être être capable de shifter Arcadio de mon bord si je protège Cynthia de mon bord. Et là, tu as toute la stratégie de ce côté-là. Finalement, non. Ce qui se passe, c'est que l'immunité, c'était pour une personne dans l'autre équipe. Toutes les autres sont en danger. C'est Alexandra qui pogne l'immunité, qui est donné l'immunité. Bon. Ensuite de ça, tu as le duel. Où ce que Cynthia Soro se fait éliminer par Christelle et que Christelle tombe dans mon équipe. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est pas grave s'il faut que j'élimine quelqu'un dans mon équipe. Maintenant, Christelle prend le haut du pavé, je suis capable de la clencher puis de garder Signy à la limite. Mais je peux toujours éliminer Signy si je vois qu'il y a une merde là-dessus. Finalement, il y a une immunité du public. Finalement, toute la stratégie d'équipe a été mise aux toilettes. C'est pas grave. Là, on commence la deuxième semaine, je me dis, ben, le pattern va rester le même, je risque de rester avec mon équipe. Non, là, c'est 2 nouvelles équipes. OK, bon, ben, ils vont faire la même affaire. Ça va être un 3 compétitions. Le dernier qui gagne va avoir les... Non, c'était pas ça non plus. Là, ça a été random, l'immunité a été donnée. Ça a été Priscilla qui l'a eu, qui me l'a donné à cause du type de compétition. J'ai eu l'immunité. Ce que je veux vous dire là-dedans, comment moi je l'ai vécu en tant que joueur qui voulait jouer à la game. Je savais pas pantoute c'est quoi que la production faisait. Je savais pas pantoute tout ce qui nous enlignait. Je savais pas pantoute. C'est-tu un vote du public? C'est-tu un vote d'immunité parce que tu peux le gagner en dedans? C'est-tu ci? C'est-tu ça? T'en as aucune crise d'idée. Ils changent les règles tout le temps. Fait que savez-vous ce que ça donne comme résultat? On s'écrase. OK? Pas on s'écrase dans le sens, je veux pas donner un bon choix de TV, on s'écrase parce que stratégiquement, t'es pas capable de rien prévoir, t'es pas capable de rien faire parce que à toi, crise de moment, ça chire tout le temps. Fait que c'est quoi que tu fais? Tu y vas avec, tu joues de façon conservatrice. Tu fais comme, écoute, je sais pas pantoute ce quoi que la production va faire, j'ai aucune crise d'idée, c'est quoi qu'ils vont me balancer en arrière de la tête. Fuck that! Je suis allié avec Arcadio, je suis allié avec Dominique, je suis allié avec Priscilla, je risque rien, si j'y vais de même. Point! C'est ça qui arrive. Et donc, t'as beau avoir fait ton stunt au début, première shot, ton stunt il est bien beau à TV. Mais après ça, tes joueurs, ils s'écrasent. Tes joueurs risquent rien parce qu'ils connaissent pas les règles d'avance puis ils se disent, même s'il y a des règles, la production peut me les changer d'en face à leur guise parce que pour eux autres, ça vaut plus. Donc, tu donnes aucune latitude aux joueurs. Et moi, c'est ce que j'ai eu comme problème avec le Story 6. Ça changeait tellement tout le temps qu'à un moment donné, je me suis écœuré puis j'ai arrêté d'essayer. Et comme fait, regarde.
Moi, l'improviser au fur et à mesure. J'ai aucune idée c'est quoi. Parce que j'en aurais provoqué bien plus d'affaires. Je me rappelle comme la deuxième semaine. La deuxième semaine, on arrive, puis j'obtiens l'immunité de Priscilla. Puis moi, je suis comme... Je le dis au maître. Je m'en vais au confessionnal. Je dis, écoute, dès que je vais savoir c'est qui est immunisé du public, moi l'utiliser, puis je vais faire de la merde à côté. À côté, ça va me faire plaisir. Tu veux que je fasse de la merde? Je vais prendre l'immunité, puis je vais l'utiliser pour en faire de la merde. Non, je pouvais pas savoir c'était qui était immunisé. Je pouvais pas attendre que les gens soient immunisés par le public. Man! Puis j'essayais d'expliquer au maître dans le confessionnal de faire comme, écoute, je suis pas cave! Si je sais pas l'immunité, si je sais pas comment que les gens sont éliminés cette semaine, moi l'utiliser sur moi! Je suis pas niaiseux. Si c'est un vote à l'interne, je vais pas me faire sortir parce que j'ai utilisé l'immunité sur quelqu'un d'autre en voulant faire une twist, puis finalement ça me backfire en arrière de la tête. J'ai l'immunité dans les mains. Moi l'utiliser pour moi. Non, regarde, non, tu peux pas l'utiliser plus tard. Il faut que tu l'utilises avant de savoir c'est qui est immunisé du public. Puis avant de savoir quel genre de vote que c'est. Ben, je l'ai utilisé sur moi. Puis, ce qui est arrivé, je me suis immunisé 2 fois parce que le public m'avait déjà immunisé. Mais je voulais l'utiliser, genre, pour faire de la merde à côté. Mais il voyait pas ça. Il changeait les règles tout le temps. Puis, je sais pas s'il trouvait ça drôle ou s'il pensait que ça allait faire le show. Mais Chris, ça aurait été bien meilleur de me laisser faire, ou de laisser faire même les autres joueurs. Je dis pas que c'est moi, il y avait juste moi qui pouvais faire des coups d'éclat. Mais les joueurs, dans une situation où les règles changent tout le temps, où la production, dans le fond, bafoue leurs propres règles, oui, ça fait un stunt, mais après ça, tu t'écrases en tant que joueur, puis tu vas comme, regarde, moi je joue plus. Moi, je joue plus, regarde, je vais l'improviser au fur et à mesure. Quand je vais voir, moi, m'assire sur ce que je pense qui est bon là. Comme moi, je me suis assis sur l'alliance que j'avais. Priscilla, Arcadio, Dominique, il y avait eu Geneviève. Je me suis assis sur l'alliance, puis je me suis dit, écoute, essayez de quoi stratégiquement? Pourquoi je prendrais la chance? J'ai aucune idée comment on peut se faire sortir à tous les semaines. J'ai aucune idée comment les immunités sont mis dans le jeu. J'ai aucune idée c'est quoi les twists que la production va faire. Vous rentrez Priscilla à la 2e semaine. Je l'adore, Priscilla. Mais elle rentre à la 2e semaine pareil. Puis vous le savez, j'aime pas ça. Mais puis je l'adore, Priscilla, là. C'est ça que je veux dire, mais reste pareil que il changeait les règles tout le temps. Fait que quand tu as un joueur qui veut jouer la game, ben il jouera pas. Il jouera pas. Il va simplement laisser la game aller. Puis t'as ton stunt, mais après ça, t'as un jeu qui est terriblement ennuyant les semaines d'après parce que ça assit les joueurs. Les joueurs sont insécures par rapport à ce qui peut arriver. Tu sais, je veux dire... Prenez l'exemple d'un XOXO. Un gars qui arrive qui se dit, écoute, moi je suis safe cette semaine. J'ai joué mes cartes pour être safe parce que je le sais que c'est pas. Je le sais que nous autres on peut pas partir. Il stabilise cette situation puis il se dit, moi la semaine prochaine je vais faire un move. Boum, il se fait sortir. Contre les règles qui avaient été établies. Qu'est-ce que les autres joueurs qui avaient la même pensée vont dire? Ils vont dire, bon ben regarde, moi je vais me staller avec la fille puis je vais rester stické là-dessus puis. Faut que le reste, je sais pas comment que les règles vont s'en aller. Fait que je m'assure sur ce que j'ai. Fait que c'est pour ça que je suis en désaccord avec Benoît là-dessus. La position du téléspectateur, c'est de voir le stunt, c'est de voir l'explosion dans un film de Michael Bay. Mais si tu creuses pas plus loin que ça, malheureusement, tu te rends compte que quand une production fait un stunt comme ça, souvent ça rend le jeu terriblement ennuyant par après. On l'a vu un peu, Occupation Double l'année passée. Occupation Double l'année passée, là, quand Joanie a eu l'immunité pour sauver Cendric contre Noémie, ben c'était un genre de mini-stun pour essayer de garder le couple intact. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que Pascal Hugo et Jesse puis Adamo ont simplement continué avec la vague, ils n'ont plus rien risqué. Alors que d'éliminer Cendric à ce moment-là aurait peut-être pu provoquer des affaires. Peut-être que Joanie serait partie avec, peut-être qu'elle aurait été en crise et elle aurait voulu faire chier les autres, peut-être on le sait pas. Mais t'as pas donné la possibilité aux joueurs de le faire selon les règles du jeu. T'as pas... Mais malgré tout, elle, c'est pas un changement de règle à la dernière minute. La production n'a pas renié ses règles. Ils en ont rajouté une. Ils ont rajouté une twist. Mais malgré tout,
tu donnes pas le jeu à tes joueurs. Une télé-réalité, c'est d'essayer de donner le jeu à tes joueurs. Et c'est pour ça que je dis, c'est tout un cheminement, une télé-réalité. La première étape, c'est d'avoir un très bon casting, d'avoir des joueurs que tu le sais, qui ont des chances, qui vont te faire le show de façon naturelle. Et ensuite de ça, le but de la production, c'est de les laisser aller en lui donnant une certaine ligne de conduite, mais en lui donnant un monde ouvert. Tu sais, les jeux vidéo sont bâtis de même un peu. Les vrais joueurs aiment ça jouer sur un monde ouvert. Pourquoi? Parce que les possibilités sont infinies ou presque. Oui, tu as des restrictions quand même là-dedans, mais moins tu mets de restrictions, plus ça donne de la latitude à tes joueurs d'exploser et de devenir des grands joueurs. Mais si tu ne leur donnes pas cette latitude-là, ils vont s'asseoir sur le laurier, ils vont s'asseoir sur ce qu'ils possèdent, puis ils provoqueront rien, de peur que ça leur revienne d'en face, de peur que le coup d'éclat, ça soit, dans le fond, ils fassent un coup d'éclat, puis ça soit leurs éliminations qui soit le résultat du coup d'éclat. Fait que, pour moi, c'est une façon de rendre le jeu, de provoquer un 2 minutes hot à TV pour une dizaine d'heures plates qui va s'en venir après. Moi, dans ma tête, une twist de même, c'est ça que ça fait, le fait de créer ce genre de situation-là. Fait que c'est pour ça que je suis contre le fait d'aller contre les règles que tu établis. Moi, je l'ai vécu. Puis c'est pour ça que je vous dis, tu sais, dans le Love 4, on le savait un peu, c'était toujours le public qui votait. Dans le Love 4, c'était quelque chose qui était déjà préétabli. Le public votait. Au moins, tu te disais, ben écoute, même si je risque bien des affaires, ça marche pas pour X, Y raison, parce que finalement, le vote était pas tout à fait pareil, ou tu sais, le déluge, ou le, bon, tu sais, les twists qu'il y a eu, la chaîne de vote, ou peu importe, ben tu te dis, à la limite, le public peut me garder pareil. Dans le 6, on n'avait même pas cette sécurité-là. On n'avait même pas la sécurité que le public pouvait nous garder, on le savait pas. Ben quand tu le sais pas, tu prends pas de chance. Puis si tu prends pas de chance, ben ça donne la mauvaise TV à long terme. Et c'est pour ça que, non, je reste en désaccord avec Benoît là-dessus. Je comprends que ça peut être excitant de le voir une première fois. Fait comme, oh, ouais, ben finalement, ils ont gardé 2 jumeaux parce que ça provoque des choses. Ouais, ça provoque de quoi pour 2 minutes. Moi, c'est bien de valeur. Quand j'écoute une télé-réalité, il faut que ça dure des semaines de temps. Ça dure pas 2 minutes. Puis oui, ça pouvait être le meilleur moment d'XOXO, mais c'est pas parce que le moment était bon, c'est parce que le reste est mauvais. Fait que c'est le nœud du problème de X2XO. Le casting n'a pas été bien fait, le concept n'a pas été bien monté, et il n'y a pas de tête pensante pour bien diriger les joueurs en arrière. Fait que le stunt d'aller à l'encontre des règles, il est intéressant dans un contexte où tout le reste, c'est de la merde. Rendu là, t'es mieux de bâtir à long terme. Pour moi, c'est comme une équipe de hockey qui est dernier au classement une année. Tu bâtis de loin, essaie de bâtir sur des valeurs, tu sais, sur au moins des valeurs sûres. Imaginez-vous, puis je vais faire le parallèle justement parce que le hockey me frappe un peu pendant que je vous en jase. Imaginez-vous une game de hockey où ce que les règles changent tout le temps. Où ce que les règles que vous connaissez changent d'un coup. Il y a eu même Rollerball dans les années 70. C'était un peu ça. À chaque match, il y avait des règles différentes. Mais imaginez-vous que dans une game de hockey, vous êtes en première période, vous commencez la deuxième période. Première période, les règles que vous connaissez, bon. Là, vous commencez deuxième période, puis c'est comme... Non, là, il n'y a plus... c'est plus du 5 joueurs contre 5 joueurs, c'est 7 contre 7, puis il n'y a plus de ligne. Plus de ligne rouge, plus de ligne bleue, plus de ligne de but, rien. Il n'y a plus de ligne. Vous pouvez tirer tant que vous voulez. OK, les 2 premières minutes, le temps que les joueurs s'adaptent, ça va peut-être être super intéressant parce que les joueurs ne sauront pas où aller. Ils vont zigonner, puis là, ils vont sortir de leur zone de confort. Mais vous savez ce qui va arriver après ça? Les équipes vont jouer un système défensif. Ils n'iront pas sur l'offensive. Ils vont se dire, écoute, je sais pas où est-ce que les règles s'en vont. Peut-être qu'ils vont me remettre la ligne rouge dans 30 secondes. Ils vont peut-être me remettre la ligne bleue dans 45 secondes.
je prends-tu la chance de commencer d'aller sur l'attaque de ci, de ça? Non, non, je vais jouer défensif, je vais attendre que l'autre se plante. C'est ça, dans le fond, qui arriverait. Oui, le 30 premières secondes, la première minute, les équipes ont le temps de s'adapter. Ça serait peut-être le fun à TV, mais après ça, si ces règles-là ne changeraient pas pour les 30 prochains matchs, les équipes vont jouer défensive. Ils prendront pas de risques. Ils voudront plus prendre de risques. Même si vous changez plus les règles en milieu de jeu, ils voudront pas prendre le risque de se faire changer les règles en plein milieu de jeu. Fait que c'est pour ça que moi, c'est un concept que j'adhère pas. Même si ça peut être intéressant pour un stun de 2 minutes, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas... Ce n'est pas un investissement viable et ça envoie un mauvais message aux joueurs. Un très mauvais message aux joueurs. Ça rend les joueurs insécures. Ça fait en sorte qu'ils retournent dans leur zone de confort et qu'ils ne sortent pas des sentiers battus parce qu'ils ont peur de finalement se faire wiper pour n'importe quelle maudite de raison. Parce que finalement, la production préférait le faire de même pour avoir un 2 minutes de show à la TV. Fait que moi, je pense que ça fait le tour pour XOXO. Un gros merci de m'avoir écouté. Je sais pas combien de temps que la vidéo a duré, mais ça m'a fait super plaisir. Je pense qu'on a plus parlé encore là du concept. XOXO est quand même une télé-réalité vide. Fait qu'il y a moins de choses à dire à l'intérieur. C'est pas comme Occupation Double. À Occupation Double, il y a plus d'interaction, plus de stratégie. XOXO, beaucoup moins. Puis les histoires sont vides. C'est vide. Bon. Fait que, une bonne journée à vous autres. Prenez soin de vous autres. Puis, de toute façon, on se dit à la prochaine. Bye bye.